Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour votre grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, comment restructurer la capitale gabonaise Libreville qui fait face aux problèmes de constructions anarchiques et l'occupation des zones à risque par les populations. Les pistes de solutions vous seront livrées un peu plus tard dans le dossier du jour de notre rédaction. Nous irons au Soudan où une centaine de prisonniers de guerre ont retrouvé leur liberté après leur capture par le SPLMN, la branche nord du mouvement populaire de libération du pays. Et puis, vous verrez dans ce journal que rien ne va plus entre la Corée du Nord et le Japon. Les tirs de missiles balistiques de ce lundi, dont 3 ont fini leur course dans les eaux japonaises, seraient à l'origine de cette brouille. Voilà pour le fil conducteur, Madame, Monsieur, pour cette grande session. Et voici votre journal. Commençons par la page Gabon. Tout d'abord, la Confédération patronale gabonaise n'entend pas rester en marge de la tenue à Libreville ce mardi du Haut Conseil pour l'investissement qui, pour son président, sera l'occasion de discuter des enjeux du secteur dont le patronat contribue fortement à son épanouissement. Lariska Lormamengi et Alexandre Nkogi. Le Haut Conseil de l'investissement qui se tiendra mardi à Libreville est, selon le nouveau président de la Confédération patronale gabonaise, l'occasion de présenter aux plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la nécessité pour le Gabon d'améliorer son environnement des affaires. Alors, le Haut Conseil national de l'investissement qui se poursuit demain en présence de son Excellence Monsieur le chef de l'État est une opportunité pour la CPG d'échanger directement avec lui, tel qu'il a souhaité, puisqu'il en est l'initiateur, et donc de porter devant lui toutes ces problématiques, vous avez entendu le président Bouma tout à l'heure, d'actualité, qui vont faire que nous allons pouvoir ou pas le convaincre d'obtenir l'appui et la volonté politique nécessaires aux ajustements de la part de l'administration qui vont nous faire tous tendre vers cet environnement des affaires apaisé, amélioré et susceptible d'encourager la relance de nos activités économiques. La CPG qui a entre autres pour mission de défendre les intérêts des entreprises adhérentes, assurer et veiller à garantir la compétitivité et la croissance du tissu économique, espère pour cette grande rencontre des résolutions fortes pour l'émergence des PME au Gabon. C'est désormais chose faite. Alain Baoumar est dans le nouveau président de la Confédération patronale gabonaise. La cérémonie de passation avec son prédécesseur Bernard Bouma s'est déroulée ce lundi à Libreville. Nous sommes là dans le premier arrondissement de la capitale. Retrouvons Lariska Lormamengi et Alexandre Nkogi. Cet officiel, Alain Baoumar, a pris ses fonctions de président de la Confédération patronale gabonaise ce lundi à Libreville. Il succède à Jean-Bernard Bouma, en poste depuis février 2016. La CPG est devenue audible, crédible. Nous avons lancé pas mal de chantiers et que je sais que le président Baoumar, à qui nous avions au terme de la passation de service, tout à l'heure une bonne passation de service, a reçu tous les dossiers, il nous conduira. Pour le nouveau président de la CPG, le challenge est à la hauteur de la vision du Gabon à booster son secteur économique. Des dossiers les plus importants, c'est la dette intérieure, c'est l'amélioration continue de l'environnement des affaires, ça inclut la pression fiscale, c'est l'amélioration du code de l'emploi, de la formation, de l'émergence des PME, toutes ces choses qui vont ensemble concourir au retour de notre économie vers une croissance et si possible une croissance partagée. Créé le 4 septembre 1959 sous l'appellation d'Union interprofessionnelle du Gabon, le patronat gabonais a connu plusieurs évolutions avec le souci constant de s'adapter à son environnement. Face à la montée de nouveaux défis, la CPG a pu montrer ces dernières années une réelle capacité d'adaptation dans son engagement sur les questions de la dette, de l'emploi ou de la formation professionnelle. Début ce lundi à Libreville d'une rencontre sur le contrôle et audit en Afrique centrale, des assises qui cadrent avec les objectifs des pays de la sous-région pour ce qui est du processus de mise en place du nouveau cadre institutionnel de la gouvernance financière publique. Le point avec Kevin Oswald Doukaga et Jospin Bombadianga.
Les pays de la zone Afrique centrale veulent changer de culture dans le contrôle et la gestion. La question des budgets est au centre d'une rencontre dans la capitale gabonaise à l'initiative du Centre régional technique pour l'Afrique centrale, AFRITAC, du Fonds monétaire international. Les différentes présentations retenues sur les nouvelles responsabilités financières des ministères sectoriels en matière d'ordonnancement, le champ et le contenu du contrôle et de l'audit interne, les expériences sur la conception d'une stratégie de mise en œuvre du contrôle interne et de l'audit dans les administrations permettront de fixer les participants chacun en ce qui le concerne sur les prochaines étapes à venir. Les questions de contrôle et audit, le sujet préoccupe sans nul doute les États, en particulier ceux de la sous-région. Pour le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics, le contrôle et l'exécution des lois de finances a toujours été primordial au regard de la légalité budgétaire. Le contrôle budgétaire de l'État repose en effet sur le contrôle strict des masses financières en jeu. Il s'agit de veiller au bon emploi de l'argent du contribuable. En application de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule, et je cite, « La société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration ». Fin de citation. Ouvert ce lundi à Libreville, les présentes assises prendront fin vendredi prochain avec comme enjeu finaliser le processus de mise en place du nouveau cadre institutionnel de la gouvernance financière publique. Il y a quelques jours, au Gabon, le Conseil des ministres approuvait le nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de l'économie numérique et de la poste, une mesure qui arrive à point nommé, mais qui pourtant demeure peu connue auprès de certaines entreprises et administrations telles que nous le rapporte Mirandangé. Des cyberattaques de la présidentielle de dernier ou récemment celle de la carte Visa BGFI, le nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de l'économie numérique mis en place il y a quelques jours permettra de lutter contre la cybersécurité, la cybercriminalité et la cryptographie. Des nouvelles dispositions qui viennent à point nommé pour les banquiers notamment. Je n'ai pas encore pris connaissance, effectivement, j'ai entendu parler de ce nouveau cadre juridique concernant donc, le numérique au Gabon. Ce que m'inspire dans ce cadre, c'est que il y a effectivement besoin de recadrer la sécurité. En pleine recrudescence, de nombreuses attaques ciblent les particuliers, mais aussi les entreprises et les administrations. Elles visent à obtenir des informations personnelles afin de les exploiter ou de les revendre. Avec la venue des applications, des stratégies ont été trouvées pour anticiper de telles attaques. On a fait une campagne de sensibilisation pour expliquer à nos clients les choses à faire pour, disons, déjà anticiper sur le fait qu'il puisse y avoir une fraude sur leur compte, sur leur paiement, sur leurs opérations. Cette réforme du cadre légal et réglementaire du secteur de l'économie numérique va contribuer au développement des technologies de l'information et de la communication et de la poste, à leur usage généralisé dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux au Gabon. J'en viens à présent au dossier de notre rédaction qui marque un zoom sur l'urbanisation. Tout d'abord sur la surpopulation des villes africaines. Elles seraient-elles surpeuplées, déconnectées et coûteuses? Selon un rapport de la Banque mondiale, en effet, une majeure partie des cités du continent pâtissent d'une faiblesse de la densité économique, ce qui implique que les investissements en infrastructures, donc, tels que nous le rapporte Kevin Oswald Doukaga. Les villes africaines vouent jouer un rôle capital dans la croissance de leur pays afin d'accélérer la croissance économique, de créer des emplois et d'améliorer la compétitivité des villes. Il est indispensable d'améliorer la vie des citadins et des entreprises en investissant vigoureusement dans les infrastructures et en réformant les marchés fonciers. Il faut ouvrir les villes africaines au monde. La population urbaine en Afrique s'élève actuellement à 472 millions d'habitants, mais elle va doubler au cours des 25 prochaines années pour atteindre 1 milliard d'habitants en 2040. Et dès 2025, les villes africaines abriteront 187 millions d'habitants supplémentaires, soit l'équivalent de la population actuelle du Nigeria, précise ce rapport publié il y a quelques jours.
L'Afrique a besoin de villes moins chères, mieux desservies et plus vivables, a indiqué Mokhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Il est essentiel d'améliorer les bénéfices économiques et sociaux qui découlent de l'urbanisation, car la clé de la transformation des économies africaines réside notamment dans un développement urbain mieux maîtrisé, a-t-il ajouté. Le rapport compare le processus d'urbanisation en Afrique à celui observé auparavant dans d'autres régions en développement et montre qu'il ne s'accompagne pas des mêmes niveaux de revenus. Ainsi, quand les régions du Moyen-Orient, Afrique du Nord et de l'Asie de l'Est Pacifique ont atteint un taux d'urbanisation de 40%, soit la proportion de citadins que compte actuellement l'Afrique. En Afrique, le rapport souligne enfin que le processus de concentration de la population dans les villes n'a pas donné lieu à des investissements suffisants dans les infrastructures urbaines et autres structures industrielles et commerciales, ni dans une offre appropriée de logements abordables. Autre point important dans ce dossier de notre rédaction du jour, les constructions anarchiques dans la capitale gabonaise. Outre les autres villes dans du Gabon, Libreville s'est développée sans obéir aux règles de construction, dans un alignement désormais et sans le respect de règles environnementales, malgré l'effort des autorités compétentes dans la sensibilisation des populations à éviter toute construction dans des zones déclarées à risque. Ces dernières s'obstinent. Le reportage de Gabriel Ratanga et Mirandangé. La construction anarchique ne se limite pas à construire sur un terrain impropre. Elle est aussi le fait de maisons de modèles différents, de couleurs, de dimensions différentes sur un même lotissement. D'une part, l'exode rural et l'indifférence des populations, ajoutez à cela l'erreur des services d'aménagement du territoire qui n'ont pas souvent respecté la procédure d'attribution des parcelles. Et maintenant, rectifier le tir est devenu presque impossible. On donne les dates, mais les dates ne sont pas souvent respectées. Les gens ont besoin de vivre. Donc les gens sont obligés d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Parce que, comme vous l'avez constaté, c'est une zone difficile. Les gens ont souvent besoin de pouvoir, au fur et à mesure, améliorer leur habitat au quotidien. Les problèmes de dysfonctionnement des stratégies des autorités compétentes ne constituent en définitive qu'un aspect mineur d'un problème beaucoup plus vaste. Celui de l'appropriation des sols et de la sécurité juridique de l'occupation des terrains constitue l'une des clés de sortie de cette situation. On a besoin d'organiser l'espace, nous, le territoire national. Le programme Habitat vise à accompagner évidemment les compatriotes, que ce soit en matière d'autoconstruction ou en matière d'obtention de logements sociaux. D'après la loi, la procédure d'attribution des terrains s'engage au cas par cas à la demande de la personne intéressée et se déroule en 3 phases. Reconnaître le terrain sur lequel le requérant a préalablement jeté son dévolu, s'assurer qu'il n'existe pas d'autres revendications de droit sur ce terrain, vérifier la réalité de la mise en valeur ainsi que le bornage initial. Et pour refermer dans ce dossier du jour de notre rédaction, parlons à présent des stratégies, projections sur le plan d'occupation du sol à Libreville face aux problèmes de construction anarchique et dans les zones à risque comme restructurer la ville de Libreville. Est-ce possible? Nous verrons avec des pistes de réponse dans ce reportage de Linda Gaël Maganga et Hervé Aubian. Les plans d'occupation des sols sont des outils d'urbanisme qui permettent d'offrir à la population des sites habitables viabilisés. À Libreville, ce processus d'installation des habitants n'a pas très souvent été respecté, entraînant par endroits une installation anarchique ainsi qu'une répartition inégale de la population à travers la capitale gabonaise. Libreville a suffisamment d'espace. Le problème, c'est que si il n'y a pas de schéma directeur de l'aménagement et d'urbanisme, si ceux qui sont chargés d'offrir les parcelles ne le font pas, les gens s'installent n'importe où, dans les fonds de vallée, sur les versants des collines et dans les zones inondables. Face au casse-tête des constructions dans les zones dites à risque et l'augmentation de la population à Libreville, la mise en place d'un plan d'occupation des terres se présente comme un schéma directeur d'aménagement important de l'urbanisation. La mise en place d'un plan d'affectation des sols est possible, mais il y a des préalables. Il faut restructurer les quartiers notamment très densifiés. Cette opération de restructuration ne peut réussir qu'à partir du moment où les déguerpis reçoivent des sites d'accueil équipés et viabilisés.
La restructuration des quartiers de Libreville est pour certains très coûteux et inapproprié. Ils préfèrent la construction d'un Libreville 2 en veillant à ne pas reproduire les mêmes problèmes, même si l'expérience est révélée infructueuse pour d'autres villes africaines. Place à présent à la page Afrique. Tout d'abord, comme je vous l'annonçais en titre, au Soudan, 127 prisonniers de guerre qui avaient été capturés par le SPLMN, branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, rentrent chez eux après leur libération obtenue au terme de négociations chapeautées par l'Ouganda. Le récit de Linda Gaël Maganga. 127 prisonniers de guerre soudanais ont été libérés dans 2 États par un groupe de rebelles appartenant à une branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan. Parmi les anciens prisonniers, 18 civils et 109 militaires. Certains envisagent abréger leur carrière dans les rangs de l'armée. Je veux me reposer. Ça suffit. J'ai servi l'armée pendant 25 ans, l'armée soudanaise. Je veux me reposer. Je ne ressens pas de haine. À toutes les organisations humanitaires, mettez fin aux guerres en Afrique. La guerre est une mauvaise chose, on n'en tire rien de bénéfique. La négociation qui a conduit à la libération des prisonniers s'est faite sous la supervision de l'Ouganda et l'armée soudanaise, par la voix de son porte-parole, salue ses efforts de contribution pour la paix, tout comme les initiatives de coopération. Cette opération reflète la coopération entre les 2 pays frères, Soudan et Soudan du Sud. Elle reflète une coopération régionale entre 3 pays, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda. Elle reflète le rôle positif de l'organisation internationale et reflète le bon esprit que toutes les parties ont eu pour parvenir à cet excellent résultat. Le conflit entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles qui se sentent marginalisés économiquement date de 2011. Et direction le Zimbabwe, où selon le porte-parole du président zimbabwéen, il rentre chez lui quelques jours seulement après avoir célébré son anniversaire, et le retour s'est effectué ce dimanche dans son pays après s'être donc rendu à Singapour pour une visite médicale. Le récit de Mirandangué. Il est arrivé dimanche matin, a déclaré le porte-parole de Robert Mugabe. Le président du Zimbabwe devrait reprendre lundi ses activités officielles. Quelques jours après avoir célébré son 93e anniversaire, le président Mugabe s'est envolé le 1er mars dernier pour Singapour, officiellement pour une visite médicale programmée. La police zimbabwéenne avait interpellé vendredi dernier 2 journalistes du principal journal indépendant du pays après la publication d'un article mettant en doute la bonne santé du président Mugabe après son départ pour Singapour. Newsday avait publié un article intitulé « Nouvelle alerte sur la santé de Mugabe » dans lequel le président était décrit comme étant supposément en mauvaise forme. Au Zimbabwe, la santé du chef d'État en exercice est une source intarissable de rumeurs. Ses voyages fréquents en Asie, notamment à Singapour pour des bilans médicaux, font régulièrement l'objet de spéculations. En 2016, le gouvernement avait été obligé de démentir sa mort au cours de ses vacances annuelles passées en Asie. Malgré ces rumeurs, Robert Mugabe, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de 2018, s'est toujours gardé de désigner un successeur et assure qu'il compte régner jusqu'à ses 100 ans. Et pas en reste vos actualités hors du continent. Tout d'abord en France, et c'est toujours d'actualité, la rencontre de manifestation qui a eu lieu ce dimanche à Paris pendant le rassemblement Pro-Fillon au Trocadéro. Les activistes dénonçaient parallèlement à ce rassemblement de soutien au candidat de la droite à la présidentielle François Fillon le phénomène de corruption dans la sphère politique française. Larissa Matsomo s'en fait l'écho. Des centaines de personnes étaient rassemblées dimanche au son des Casseroles, place de la République à Paris, pour une contre-manifestation contre la corruption, parallèlement au rassemblement de soutien au candidat de la droite à la présidentielle François Fillon au Trocadéro. Le rassemblement a été rythmé par des ovations pour les juges et des huées pour François Fillon et Marine Le Pen, la candidate FN à la présidentielle. Ces 2 prétendants à l'Élysée ont répliqué aux enquêtes qui les visent par de sévères charges contre la justice. Ici, nous, on veut faire du bruit pour montrer qu'on ne tolère pas qu'une personne qui a pu avoir ce type de pratique aspire à la magistrature suprême à l'élection présidentielle. Il est plus audible, il est vraiment décrédibilisé, il est complètement carbonisé. Il faut qu'il rentre chez lui, qu'il s'occupe de son manoir
et qui laisse la politique aux personnes qui sont en capacité encore de faire quelque chose pour le pays. Voilà. Sous pression intense de son camp qui semble préparer sa sortie de la course à l'Elysée et son remplacement par Alain Juppé, François Fillon présidait en même temps dimanche au Trocadéro un grand rassemblement de dizaines de milliers de ses partisans aux allures de barreau d'honneur. Et je vous l'annonçais à l'entame, la Corée du Nord a tiré 4 missiles balistiques ce lundi, dont 3 ont fini leur course dans les eaux japonaises. Une provocation intolérable pour Tokyo, en témoigne ce récit de Larissa Matsung. Ces nouveaux tirs sont-ils une réponse aux exercices militaires annuels conjoints entamés par Séoul et Washington la semaine dernière, exercices qui ne manquent jamais de provoquer la colère du régime nord-coréen. Doté de l'armée nucléaire, Pyongyang avait en tout cas menacé ses ennemis de représailles sans merci. Notre pays ne peut en aucun cas tolérer ce type d'action répétée de la part de la Corée du Nord. Le président sud-coréen a condamné les tirs nord-coréens et les qualifie d'une menace immédiate et réelle. Selon lui, l'armée doit se tenir prête à pouvoir punir les provocations du Nord sur la base d'un système de défense américano-coréen unifié. La Corée du Nord a réagi aux sanctions imposées par l'Union européenne le 27 février pour ses essais nucléaires et ses tirs de missiles balistiques, indiquant que l'UE porte là ouvertement atteinte aux lois internationales au nom de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini a indiqué que le lancement de missiles nord-coréens représentait une menace grave. Le Nord ambitionne aussi de mettre au point un missile intercontinental balistique capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Mais le président Donald Trump a promis que cela ne se produirait pas. Et puis, la Malaisie a donné 2 jours à l'ambassadeur de Corée du Nord pour quitter le pays. Un nouvel épisode dans la brouille qui oppose les 2 nations depuis le décès à Kuala Lumpur du demi-frère du dirigeant nord-coréen. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. La Malaisie a donné 48 heures à l'ambassadeur de Corée du Nord pour partir. Nouvelle escalade dans la brouille qui oppose les 2 pays depuis l'empoisonnement à Kuala Lumpur du demi-frère du dirigeant nord-coréen, selon un scénario digne d'un roman d'espionnage. Kim Jong-nam, 45 ans, a succombé le 13 février à une attaque VX, un agent neurotoxique si puissant qu'il est considéré comme une arme de destruction massive. Depuis, les relations bilatérales se sont considérablement détériorées. La Corée du Nord, qui n'a pas reconnu l'identité du défunt, a remis en cause l'impartialité de l'enquête et accusé Kuala Lumpur de collusion avec ses ennemis. Dès le début de cette affaire, la Corée du Sud a pointé du doigt accusateur sur son voisin du Nord, parlant d'un ordre permanent de Kim Jong-un pour éliminer son demi-frère qui vivait en exil depuis des années et s'était montré critique envers le régime. L'ambassadeur de la Corée du Nord a été déclaré persona non grata, a annoncé samedi soir le ministre malaisien des Affaires étrangères après avoir exigé en vain des excuses pour ses critiques sur l'enquête. L'expulsion de l'ambassadeur entre dans le cadre de processus mené par le gouvernement malaisien pour revoir ses relations avec le Nord, a prévenu le ministre des Affaires étrangères. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session d'information. Au Gabon, comment restructurer la capitale gabonaise Libreville qui fait face aux problèmes de constructions anarchiques et l'occupation des zones à risque par les populations. Les pistes de solutions vous ont été livrées dans ce journal, et ce, dans le dossier du jour de notre rédaction. Nous étions au Soudan où une centaine de prisonniers de guerre ont retrouvé leur liberté après leur capture par le SPLMN, la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan. Et puis, vous l'avez vu dans cette session que rien ne va plus entre la Corée du Nord et le Japon. Les tirs de missiles balistiques de ce lundi, dont 3 ont fini leur course dans les eaux japonaises, seraient à l'origine de cette nouvelle brouille. Voilà donc, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.